forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever Team Duncast, le podcast NBA d'actualité le plus... j'ai perdu mes mots, voilà, l'intro est foirée, c'est pas grave. Bref, le plus régulier, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mes mots, le plus régulier en France. Quentin pour vous servir à l'animation, accompagné bien évidemment par mon frère de toujours, Damaz, comment tu vas ? Très bien, et toi mon Quentin, Forever Team Duncast, on est là, toujours présent, toujours prêt. On est en pleine série de playoffs, Quentin en pleine ébullition, il y a plein de choses à dire et l'Est m'énerve. Ah, l'Est, ça a été un peu tout ou rien. Tout pour une équipe qui a déjà atteint les finales NBA du coup, et un peu rien pour le reste. On va pouvoir... Complètement. On commence par l'Est, mon Quentin ? On va commencer par l'Est. On va faire un petit récap pour les gens quand même, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas sorti d'épisode. Yes. Bien sûr. Du coup, les séries du premier tour, on va surtout se concentrer sur les Knicks et les Cavs, hein, bien évidemment. Au niveau du premier tour, pour une fois, on a les Sixers qui ont battu les Celtics. Mais il me semble que c'est la première fois que ça arrive dans l'ère Tatum. Complètement. Première défaite de l'ère Tatum, Jaylen Brown face en effet au polar de Joel Embiid. Les Celtics qui ont clairement déçu en étant deuxième à l'Est, bien que ce soit une année de transition. Vous êtes au premier tour de play-off, vous avez vu 6 finales de conférence Est en 8 ans et vous menez 3 au premier tour des play-offs 2026. Bien entendu, bravo à Philadelphie d'être remonté bien entendu au score. Il faut quand même leur accorder ce crédit et donc de l'emporter sur un Game 7 et donc de gagner donc la série 4 victoires à 3 face aux Celtics de Boston. Pour ma part, même les grands perdants. Pour moi, ce sont même les grands perdants des playoffs 2026. On continue ? Alors après, grand perdant, j'ai envie de dire ça relativisé parce que Tatum n'était pas non plus à 100% et il y a eu une rechute sur le Game 7. Donc bon, c'est pas l'année où on va le plus leur en vouloir aux Celtics, et puis pour une fois c'est les Sixers qui remontent le 3-1. J'ai envie de dire, allez, vas-y, c'est la belle histoire de la saison, parce que les Sixers, on devait pas être beaucoup à les voir passer un tour. Effectivement, il faut leur accorder ce crédit-là, comme je disais précédemment. Ouais, ils étaient menés 3-1 sur la série, il ne faut pas l'oublier. Ils sont 7e à l'Est. C'est une équipe qui n'a pas de banc, ne l'oublions pas. Je tiens quand même aussi à saluer la belle performance de Paul George, qui a bien remonté la pente au cours de la série, notamment une très très belle régularité sur le shoot à longue distance. Et Tyrese Maxey qui démontre bien entendu tous ses talents. On connaît sa vitesse, on connaît son exécution, on connaît sa capacité à perforer les défenses. Il l'a très 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 bien fait sur ce premier tour. J'insiste sur le fait à ce que Boston m'ait quand même déçu, car je pensais que collectivement ils pouvaient faire l'affaire face aux Sixers. Quand on regarde même l'animation des rencontres, notamment au niveau de l'animation offensive, on peut savoir qu'il y a clairement des limites. Shooter à 3 points, pour shooter à 3 points, ça devient clairement insupportable. Donc qu'ils prennent la porte, c'est pas une si mauvaise chose pour moi, voilà, en termes de basket pur, mais j'attendais plus quand même de cette équipe, surtout par rapport à la physionomie de la conférence Est au cours de ces playoffs 2026. Après, tu as l'autre premier tour aussi qui était important, je pense, c'était pour la confrontation Cleveland-Toronto. Cleveland apporte 4 victoires à 3 face à une vaillante équipe de Toronto qui s'est quand même bien battue. Il était important pour Cleveland de gagner cette série. Je pense qu'il y aurait eu des sévices au niveau de la direction, notamment auprès du coaching staff, auprès même de certains joueurs à qui on aurait appuyé sur un certain bouton qui s'appelle Reset. Donc Cleveland l'a vraiment emporté parce qu'il fallait le faire. 4 victoires à 3. Du côté des Raptors, RJ Barrett. Oui, bien sûr. RJ Barrett. Incroyable la série. Mais vraiment, il est d'une densité physique qui n'était pas forcément connue quand même. Je me suis aperçu qu'ils se sont beaucoup battus, notamment sur le rebond offensif. Les Raptors étaient difficiles à manier, sans compter qu'il manquait Emmanuel Quickley également à la main. Donc, ce sont des armes en moins qu'il y avait. Mais soyons très clairs, du côté des Raptors,
Il leur manquait quand même de la peinture, un vrai poste 5 dominant qui puisse un petit peu gêner davantage Evan Mobley et bien entendu Jarrett Allen. Ça n'a pas été le cas. Et ils se sont inclinés sur ce game set, logiquement d'ailleurs en soi. Il y a quand même deux déceptions côté Raptors. C'est t'as parlé du poste 5, Jakob Poeltl il s'est fait manger. Ouais, complètement. Et C'était pas forcément prévu que ça se passe comme ça parce qu'il est plutôt bon au rebond, notamment au rebond offensif, mais là. ouais, tu regardes la raquette Allen Mobley en cumulé, il tourne à 16 rebonds de moyenne sur la série. Ouais. Donc, et à 3,3 contre. Donc à peu près les stats de Wemby en finale de conférence. Mais À deux individus. voilà, on en reparlera après. Complètement. Il y a eu une autre déception côté Raptors, c'est bien évidemment Brandon Ingram, qui a fait une série, j'hésite entre nul à chier et horrible. Bon, on peut mettre les deux à la fois. Ouais, Hein. C'est pas la première fois en plus qu'il nous fait des séries comme ça. On s'en souvient du premier tour Pelicans Thunder où les Pelicans perdent 4-0, je crois même. Hein. On est 4-0. sur les playoffs. On est sur les playoffs 2024. Il passe également complètement au travers. C'est la deuxième fois consécutive que Brandon Ingram démontre qu'en playoff, c'est une sorte de Tracy McGrady sans ses performances en saison régulière, voire même pire. Non, il y a une remise en question immédiate à faire parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, les Raptors, il est en partie responsable de cette défaite, soyons très clairs. C'est sans doute le plus gros talent de leur effectif à l'échelle offensive, mais ça ne s'est clairement pas démontré sur cette série. Détroit également, qui est passé pas loin de la J'allais juste correction. dire petit mot sur le rookie des Raptors, Lequel bonhomme déjà. Colin Murray Boyles, Ah oui, 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 le qui petit. a très très bien confirmé sur la série quand même. Ouais, mais le précision à longue distance aussi, ce qui était pas mal aussi, hein, le Bah petit il est à gars là. 0%, donc Ah non, tu parles du rebondeur, je suis en ouf, ouais moi. ouais. Ouais non, Bah c'est toi oui. tu parlais de l'autre, Ouais, moi je parlais de l'autre de là. Jamal Sheed. Non, c'était Jamal Effectivement. Sheed ou un autre, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Shid, ouais. Il était, ouais, un petit clair là, comme ça, un petit light skin là. Mais ouais, le petit. Alors en fait, il a la taille d'un véritable ailier, 3-4, mais il a une densité au rebond, ce mec. Puis il Aïe, 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 est, aïe, puis il aïe, est aïe, lourd, tu aïe. vois, parce que c'est 2 mètres 01, c'est 111 kilos. Ouais, c'est un C'est beau de la bébé. bonne Hein. viande. Ouais, faut y aller, hein. Faut aller scoltiner au niveau des épaules, hein, le gars là en question, mais c'est clair que, en tout cas, les Raptors, c'est clairement encourageant. Il y a des choses sur lesquelles on va, en effet, les observer pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que même en saison régulière, quand tu fais 5 rebonds en moyenne en 21 minutes, ouais, ça prouve déjà qu'il y a de quoi faire. En tout cas, ensuite, t'as les Pistons. Les Pistons, ils ont tout fait et rien fait en même temps. Non, mais ça a été très dur pour les Pistons, en fait. C'était très significatif pour eux. Toute la saison régulière, on disait, ouais, les Pistons, voilà, ils sont bizarres. Ah, non, ils sont dominants en saison régulière, pas de souci. Plus de 60 victoires, ça faisait depuis 2007, 2005, non, allez, depuis les années 2000, depuis la période Ben Wallace, il n'y avait plus de telles performances. Chauncey Billups, et là, ils se retrouvent donc premiers à l'Est. Malgré la conférence S, nul ou pas, peu importe, ils ont réalisé une très belle performance. Et sur ce premier tour, ça a été très, très, très difficile. Hein. Pendant Benchero les a vraiment donné du fil à retordre. Et même, ils avaient même l'occasion de terminer cette série, si tu te souviens bien. Bah ouais, le Magic menait 3-1. On a quand même eu un gros game, c'était le game 5. Banchero met Ouais, 45 points, Kate Cunningham met 45 points, enfin le duel de superstars. Les Pistons l'emportent et puis ils emportent les trois suivants, malgré un Banchero qui continue de faire ses stats, qui continue de porter l'équipe. complètement. Ils portent l'équipe, comme tu le dis, très bien. D'ailleurs, je m'étais étonné qu'ils puissent monter autant le ballon à la main, pratiquement, comme un espèce de power forward. Mais j'estimais pour ma part qu'il y a certaines limites dans ce type d'activité. Le manque de variété offensive du côté du Magic m'a causé problème durant cette série. Je n'ai pas du tout aimé les scénarios. Salut, check. Donc, on salue bien entendu à Chuck Norris. Et ce qui est même frustrant pour le Magic, c'est que même sur le Game 6, ils menaient de plus 20 points, je crois, pour terminer la série. Ouais. Et les Pistons, à force de résilience et de la dureté Ils auquel mettent... ils s'identifient beaucoup. Attends, Hein. ils mettent quoi? Ils mettent 19 points en deuxième mi-temps, une connerie comme ça? Ouais, je crois, une 22 points, une dinguerie comme ça. Mais en tout cas, côté Magic, c'est le trou noir. Marquer une vingtaine de points en une mi-temps, dans la ligue dans laquelle on est, vous êtes sûr de vous faire dégommer. Voilà. Après, de toute façon, tu regardes, Banchero, c'est le meilleur scoreur, rebondeur et passeur de l'équipe sur les playoffs.
Tu vois, t'as l'impression de voir LeBron à l'ancienne, tu sais, quand il avait ses équipes toutes pétées aux Cavs, là. Ouais, ou une espèce de Kevin Garnett aussi du côté des Ouais. Wolves, les mecs qui se tapent tout seuls, alors que derrière, bah, c'est vraiment la forêt de Minnesota, c'est-à-dire rien. Donc le Magic, bah, en tout cas, bah, pendant Banchero était très en colère, hein, soit ce qui est normal, et il a mis un coup de pression, on va dire, auprès du Magic et du board, en leur disant il est temps de prendre ses responsabilités pour passer à un autre niveau, parce que c'est quand même la troisième défaite consécutive au premier tour, je crois, comme ça, je crois. Ouais. Ouais, bah à chaque Ouais. fois qu'ils sont allés en playoff, ils ont perdu le premier tour. Voilà, donc ça commence à peser quand même, hein. Il est temps de prendre un petit virage. Et c'est tout le mal qu'on souhaite, bien entendu, au Magic. Il était temps de virer ce coach dont je ne comprends pas pourquoi les Pelicans l'ont recruté. Franchise de losers. Joe Dumars, faut pas lui demander grand-chose là, en ce moment. Ouais, mais je comprends pas. Le mec, il a une décennie, sur les années 2000, il a très bien positionné les Pistons comme étant une équipe majeure dans la ligue. À croire que l'expérience, oulala. Enfin bref, tant pis pour eux. Le Orlando a merdé. Desmond Bain, oh my God, il faut se réveiller. Il a pris un très beau contrat. Et en tout cas, pour l'année prochaine, on va bien observer ce que fait le Magic parce qu'il sera vraiment le temps de grandir. Dernière série, mon coucou. Bah, du coup, la seule série où les Knicks ont perdu des matchs, on en parlait, nous, ce matin, dans notre groupe en off, où j'étais allé un peu checker. Au final, les Knicks ont perdu de 2 points sur toutes les playoffs. Ouais, Voilà. Leurs effectivement. 2 premiers matchs, dont un buzzer de McCollum. Ouais. Voilà. Les 2 seuls matchs qu'ils ont perdus, ils ont perdu de 1 point. Et depuis, plus de défaites. Du coup, plus de défaites en playoff depuis le 23 avril, du coup. Attends, je vais te dire ça, moi. Là, Ouais, non, non, t'inquiète. C'est le j'ai sous 23 les avril, yeux, 23 effectivement. avril. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça ça. fait un mois qu'ils n'ont pas perdu en playoff. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait un mois qu'ils n'ont pas perdu en playoff. Très peu d'équipes peuvent se permettre d'avoir réalisé une telle performance. Ils sont sur 11 victoires consécutives. Et ce premier tour face aux Hawks n'envisageait pas du tout ce type de scénario du côté des Knicks. On connaît, on va dire, on connaît très bien le changement tactique qu'a pu mener Mike Brown avec, bien entendu, Karl Anthony Towns à la passe au poste haut. Dont on connaît également le danger également à 3 points, hein, parce que Karl Anthony Towns est d'une régularité à 3 points qui est quand même fulgurante. Il s'estime comme étant le meilleur shooter à 3 points des intérieurs de la ligue. Il a le droit de le penser, parce que je pense De qu'on n'est pas l'histoire, même, il a dit. de l'histoire. Où Ouais, il c'est avait dit de courageux. l'histoire. Et c'est très courageux de se positionner comme ça, hein, mais bon. Après, Euh, avec le volume qu'il a, bah, ça lui donne en partie raison, parce que lui, il a le volume. Alors que, bah, par exemple, tu regardes Dirk, par exemple, lui, il n'avait pas ouais, le volume sur ses tirs bah libres. oui, Dirk, alors qu'on sait très bien qu'en termes de volume, il est fort probable que Dirk puisse le frapper. Mais en fait, qu'il arrête de faire le mec avec l'histoire. Parce qu'en fait, c'est récent, malgré tout, que les intérieurs commencent à shooter à 3 points. Mm. Tu avais Dirk et Rachid Wallace, qui étaient plutôt connus pour ça, c'est très clair. Mais ça s'arrêtait à 2 à 3 shoots maxi dans la rencontre. La plupart de leur scoring, c'est mid-range, soit à l'intérieur. Donc, qu'il arrête de faire le mec, hein. Dis du basketball actuel. Voilà. Je sais pas pourquoi tu vas embrouiller Will Chamberlain comme ça, ne pas avoir shooté à 3 points. Enfin bref. Les Knicks m'énervent. Vous allez tout de suite comprendre comment ça passe pas. Oui, il faut quand même les saluer. Les Hawks avec Jalen Johnson, emmené par Jalen Johnson, CJ McCollum, tout ce bazar, Nick Alexander, ils vont exploser, mais complètement exploser sur la série. C'était pas du tout prévu. Déjà avec les Hawks qui menaient 2-1, Ouais. ils auraient pu passer à 3-1. La série aurait été différente. Mais les Knicks vont égaliser à 2-2 et ensuite mener. Bah, en fait, c'est simple. Les 3 premiers matchs, ils sont serrés, parce que premier match, t'as 11 points d'écart. On peut encore dire que c'est assez serré. Après, un point d'écart, et après, ça part sur des blowouts à chaque fois. Ouais, exactement, des blowouts. 114 à 98 pour l'égalisation sur le terrain d'Atlanta. Et ensuite, au Madison, 126 à 97. Et le dernier match, Atlanta, une victoire 140 à 89. 53 points d'écart du côté des Knicks pour clore la série. Et on peut même continuer sur cet aspect-là, hein, avec les demi-finales de conférence, puisqu'on va avancer là-dessus. Hein. L'Est, merci, salut. Ils vont écraser les Sixers, notamment sur le Game 1, 137 à 98. Alors, la vraie différence par rapport à cette rencontre, et même sur l'ensemble de la série, c'est que les Sixers n'ont pas de banc. Les Sixers n'ont pas de banc. Le Game 2, il est surtout significatif parce que les Knicks l'emportent 108 à 102, mais quand vous regardez le box score, on s'aperçoit que
Du côté des Sixers, on s'est essoufflé. Tiens, tiens, vous arrivez en demi-finale de conférence et vous n'avez pas de banc, vous pensez vous en sortir? Eh ben non. Avec un bonhomme qui va bien illustrer, bien entendu, ces aspects-là. Eh ben, le premier, c'est Joel Embiid, qui va être rattrapé par sa condition physique légendaire que nous connaissons tous, où il est clairement en souffrance. Et le deuxième, c'est Paul George, qui, en effet, je crois même sur le quatrième carton, ça ne se passe pas très très bien. Hein. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Puisqu'il a passé son temps à... voilà, on est sur un 0 sur 5. On est sur un 0 sur 5 sur le Game 2 de Paul George. Mon Paul George, je vous rappelle que c'est mon joueur des années 2010 avec des Marcus Cousins. Donc, vous pouvez dire que je mise pas sur les meilleurs chevaux, mais bon, peu importe. Les Sixers, ça va clairement être ça. Voilà, ils vont s'écrouler, généralement en deuxième mi-temps. Et quand vous n'avez pas de banc, vous souffrez face à une équipe d'Enix qui est plutôt bien pourvue. Ah bah, eux, ils sont pourvus dans le 5, ils sont pourvus sur le banc. Enfin, c'était clairement pas le bon adversaire pour eux. Et puis, bah, le 4-0 est limite logique quand tu vois, quand tu vois à quel niveau peuvent jouer les Knicks. Parce que t'as Absolument. Brunson qui est en feu. Bridges, il est très bon. Anunoby, il est en feu à 3 points aussi. Karl Anthony Ouais, Towns, complètement. t'en as parlé dans ce rôle de point, de point center, Ouais. où il est quand même très bon. Josh Hart, on a déjà suffisamment parlé de Josh Hart sur les dernières années. Plus sur le banc, ouais, le banc il est fourni. C'est sûr que ça commence à à mal se passer. Complètement, complètement. Il s'avère clairement que les Knicks soient clairement armés par rapport à ces playoffs concernant la densité de leur effectif, la qualité des joueurs, la densité des joueurs. OG Anunoby, il est d'une précision, c'est ahurissant. On ne s'attendait pas à voir les Knicks aussi adroits à 3 points. Et ça va clairement se justifier parce qu'attention, Anunoby a commencé à beaucoup scorer, pas à partir des playoffs. Hein. C'est vraiment sur la fin de la saison régulière où les choses se sont vraiment décomptées sur lui, en tout cas à l'échelle du scoring, parce qu'il a des pourcentages de taré. Ça s'est vu sur tous ses playoffs. Et là, maintenant, on arrive sur la finale de conférence. Là, il faut automatiquement que Quentin puisse s'exprimer, bien qu'il n'ait pas vu grand-chose. Les Cavaliers, qui battent d'ailleurs les Pistons, ne l'oublions pas. Hein. Une série, pour ma part, assez animée, qui ne présente pas forcément un basketball de qualité, je tiens à le souligner. Les Cavs auraient pu terminer la série au Game 6 après l'avoir emporté au Game 5 du côté de Détroit. Ça n'a pas été le cas. Le Game 6, il passe complètement au travers, qui démontre justement les lacunes du côté des Cavs et qu'on dit à un niveau excessif à M. Quentin que les Cavs présentent des limites évidentes. Monsieur refuse d'écouter. Cette année, j'ai rien dit. Et cette année, depuis le début de saison, je dis, vas-y, ils m'ont saoulé, je les regarde même plus. Je l'ai dit depuis genre le mois de décembre, je crois. Mais je t'embête, je t'embête, je t'embête. Mais oui, soyons très clairs, les Cavs font chier, mais ils passent quand même la série. Ils arrivent en finale de conférence. On avait l'impression que c'est ce qu'il fallait. De toute manière, c'était un petit peu ça la condition sine qua non pour l'aventure de ce groupe. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, face aux Raptors, c'était un petit peu chaud, ils puissent prendre la porte. Et là, ils arrivent donc en finale de conférence face à cette équipe des Knicks de New York. Et ce qui est frustrant pour les Cavs, c'est que les lacunes qu'on a vues du côté des Pistons, ils ne pouvaient pas se le permettre face aux Knicks. Vous allez être punis. Et en effet, au niveau de la punition, ça ne va pas tarder, bien qu'il y ait de la confrontation. N'oublions pas, le game one, bien entendu, du côté des Cavs, ils ont mené de plus de combien? 22 points, je crois. Ah, ils menaient de beaucoup à un moment, c'est vrai. Et ben Attends. voilà. Et Attends, ben voilà. première mi-temps, les Cavs mènent de 2 points. Au deuxième quart-temps, ils infligent à 35-23 aux Knicks. Oh là 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 là, quel score. Quatrième quart-temps, les Knicks ils mettent à 32-18. Ça part en prolongation. Prolongation où les Cavs ont scoré 3 points. Et les Knicks 14. Eh ben bravo, eh ben c'est magnifique. Avec 13 à 14. 13 à OG 14. Anunoby qui va shooter 8 lancers francs sur la prolongation. Waouh! Et ben voilà, et donc un Anobi agressif, qui attaque le cercle, qui n'a plus peur de tenter sa chance et qui devient même une option majeure à l'échelle offensive. Hein. Mike Brown disait clairement
bien que Anunoby devient très pertinent, je veux toujours conserver Michael Bridges comme étant important sur les options offensives. Donc, ça rend l'équipe imprévisible avec plusieurs armes à la fois. Josh Hart au combat, ça on ne le manquera jamais. Big Cat et Jalen Brunson comme étant les vrais leaders offensifs naturels, soyons très clairs, qui sont armés pour pouvoir scorer sur n'importe qui. Et ensuite, on a les deux larrons qui sont de base des acteurs défensifs, ne l'oublions pas, c'est vraiment le premier profil qu'ils ont. Mais si eux-mêmes offensivement commencent à se montrer, ce qui va être clairement le cas durant ces 2 séries de playoffs, demi-finale de conférence et également la finale face à ces vilains les mecs de la cave, là, eh ben, on arrive à des gifles colossales. Et en effet, c'est très grave quand même ce qui s'est passé. Tu mènes de plus 22 points à la fin du 3e quart-temps et tu te fais remonter jusqu'à perdre. Non. La série, c'est clairement joué là, mais c'est pas normal en fait. Va falloir parler d'un homme sur la série. Ah ben, on t'écoute. Moi, j'ai déjà des bonhommes avant qu'on passe à l'ouest. Un bonhomme, un bonhomme qui a une barbe plus fournie que la mienne. Oui, en effet. Si j'aimerais vous rejoindre. Un bonhomme dont Kenny Atkinson disait si, c'est un de nos meilleurs défenseurs sur les playoffs. Ah, il n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Si tu veux. Un bonhomme qui, après s'être pris... Alors attends, c'était quoi le score du Game 4 déjà ? Ah oui, après s'être pris une branlée de 40 points, a dit en conférence de presse... Je pense qu'on était une meilleure équipe. Tu viens de te prendre 4-0. Oui, tu viens de Non, il était à 3-0 quand il a dit ça. C'était à 3-0 ? Ah, c'était à 3-0 qu'il a dit ça, Kenny Atkinson. Non, je parle de James Harden. James Harden, Oui. après le Game 4, qui a dit... Ah, la sortie, ok. Ouais, on était une meilleure équipe. C'est lunaire de dire des choses comme ça. Tu viens de te prendre 40 points dans la gueule dans un sweep, et tu sors ça. Comment tu peux dire des choses comme ça ? James Harden... Même s'il m'a beaucoup énervé sur beaucoup de choses, j'ai jamais été de ceux qui l'attaquaient pour l'attaquer, tu vois. Ouais. Mais ferme ta gueule, tu peux rien dire d'autre. Qu'est-ce que tu racontes, gros ? Alors attends. Non, mais ça prouve. Tu veux les stats de James Harden ? Bon, t'écoutes. 37 minutes de moyenne sur la finale de conf. C'est beaucoup. 16 points. C'est pas normal. Bah, tu peux te dire encore, vas-y, 16 points, parce que ça fait quelques années, il est plus passé en mode organisateur. D'accord, je veux bien. Ouais, mais non, t'attends plus. Dis-moi les pourcentages. Attends, 4,8 rebonds. Ok. 3 passes de moyenne. C'est inadmissible. 38,9% au tir, vas-y, on va dire 39%. Et c'est pas normal. 18% à 3 points. C'est pas normal. Et du coup, je te disais en off, j'ai une petite stat marrante chez les Cavs. Du coup, Harden, 3 passes de moyenne. C'est même pas le meilleur des Cavs, du coup. Le meilleur des Cavs, c'est Dennis Schroeder à 3,3 de moyenne. C'est absurde. Et sur la série, James Harden a fait autant de passes décisives que Max Strus et Evan Mobley. Il a fait, j'ai pas compris, répète. En total de passes décisives, il en a fait autant que Max Strus et Evan Mobley. C'est pas normal. James Harden est complètement HS. Il est hors sujet sur ces playoffs. Moi, je veux que tu me parles de la statistique sur les ballons perdus, s'il te plaît. Alors, il a perdu 17 ballons pour 12 passes. sur les finales de conférence. Ouais. 17 ballons pour 12 passes. Oh là 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 là. C'est mauvais. C'est mauvais. Mitchell aussi, c'est mauvais. Il y a 14 ballons perdus pour 9 passes. Au moins, non, mais on va moins en vouloir. Au moins, Mitchell, il met 27 points. Oui, mais on va moins en vouloir à Donovan Mitchell, qui n'est pas meneur de jeu, que James Harden. Aujourd'hui, clairement, c'est sa position. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand tu es meneur de jeu, tu perds plus de ballons de passe D et en plus au pourcentage au shoot, tu es vilain, tu es mauvais. Kenny Atkinson a manqué de personnalité en envisageant de mettre James Harden sur le banc. Mais il s'est pas fait virer là déjà, Atkinson ? Parce que je voyais que ça parlait d'un départ et que ça voulait... Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'il soit passé en finale, ça peut être du crédit pour lui pour envisager de prolonger son séjour du côté du banc des Cavs. Mais par rapport à ce qu'on a vu en playoff, on attendait beaucoup plus de sénérité de la part de cette équipe et James Harden était censé l'amener, vu le background qu'il détient maintenant dans la ligue. Vu le package qu'il détient maintenant dans la ligue, il avait tout à mener cela. Surtout que Darius Garland, on se dit, il y a du potentiel, mais Harden, c'est devant. Ok ? Et là, tu me parles des situations offensives. Mais combien de fois on a vu James Harden se faire déborder dans ses playoffs ? Alors du coup, ouais, il y a quelques petites infos, enfin des rumeurs qui sont sorties. Atkinson pourrait être viré cet été. Et s'il est viré cet été, les Cavs essaieraient d'aller voir du côté de Jason Kidd.
Jason Kidd, Ouais. tiens. Ouais, c'est vrai que du côté Bah, des Mavs, il s'est fait virer. Il a été il y a massacré. deux potes, il y a deux potes à lui qui seraient chauds pour venir au Cavs de cet été. Donc, Ah bon? bah déjà, t'as eu une petite sortie de LeBron là aujourd'hui ou hier, je sais plus, qui a dit je baisserai mon salaire pour retourner à Cleveland. Et t'as Oh! toujours les fameuses rumeurs Yanis. Bah, du coup, rumeurs où on a appris que les Cavs ont refusé d'échanger Mobley contre Yanis pendant la deadline. Après, c'est juste. La seule rumeur qu'on a eue, c'est ça. Tu vois, personne n'a sorti de package, machin. Ça se trouve, le package, c'était Mobley, plus Struz, plus je sais pas quoi, plus 6 picks. Ça se trouve, c'était ça Ouais, le package. mais en vérité, du côté des Cavs, Giannis Antetokounmpo, dans quelles conditions va-t-il venir aussi à l'échelle physique? C'est un point qui est important malgré tout à considérer. On n'en est pas là. Hein, c'était une petite aparté par rapport en effet à ce qui se passe dans les rumeurs NBA. Mais soyons très clairs, les Cavs nous ont déçus. Encore une fois, malgré la densité de cet effectif, j'estime que la circulation de balles n'est pas optimale et elle pourrait être mieux optimisée malgré le temps de jeu qui est assez bien réparti du côté des Cavs, parce qu'on voit quand même pas mal de rotation au niveau des joueurs présents dans cet effectif. Evan Mobley n'est pas assez servi, il est souvent oublié en deuxième mi-temps. Jarrett Allen présente clairement des lacunes offensives évidentes lorsque les choses sérieuses commencent à arriver. Ça ne peut pas forcément continuer comme ça. Et surtout, New York les a dominés psychologiquement. Ils ont En fait, giflé. mais Giflé. c'est trop. Il y a des séquences dans des rencontres où des fois il y a du plus 20, du plus 25. Et surtout, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et les Cavs font n'importe quoi quand ils sont dans une. En fait, ça arrive à tout le monde à ce que les shoots ne rentrent pas. Et quand les shoots ne rentrent pas du côté des Cavs et que de l'autre côté ça commence à rentrer, ils perdent un nombre de ballons de tarés. Oh là 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 Il là. les aide. Hier, oh là 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 là. Mais hier, c'était scandaleux. Des passes. Tu sens que les mecs perdent pied. C'est-à-dire quoi? On a affaire à un groupe qui n'est pas prêt dans la course au titre à faire front dans les situations délicates. Au contraire, Tenix qui présente en effet un degré d'assurance évident. N'oublions pas que Tenix sort de deux campagnes de playoffs éliminées au couteau. Hein. On s'en souvient qu'en 2024, ça s'est joué au Game 7, je crois, face aux Pacers. Ouais. 2025, s'ils ne font pas leur connerie lors du Game 1, ouais, en fait, parce qu'ils perdent le Game 2, c'est con. Mais bon, on va dire que du côté. En tout cas, ils se mettent une balle dans le pied du côté des Knicks avec cette vilaine défaite au premier tour de l'année passée 2025. Ils perdent encore même le Game 2 pour vous dire. Mais du côté des Knicks, c'est-à-dire quoi? Ils ont avalé, selon moi, après tu me donneras ce que tu penses, du côté des Knicks, bien que je les déteste, ils ont appris à perdre, ils ont appris de leur défaite. L'arrivée de Mac Brown a amené en effet un nouveau système de jeu, notamment durant ses playoffs, malgré les critiques qu'il a subies durant la saison régulière. Est-ce que les Knicks, pour toi, sont armés pour pouvoir faire front en finale NBA, quel que soit l'adversaire, pour toi, mon Quentin? J'ai un doute. Tu vois, j'ai un sérieux doute. Tu vois, j'ai envie de te dire non. Parce Et pourquoi que. tu veux dire non? Parce Pourquoi? que OK ici, que ce soit en profondeur ou en qualité, je les trouve meilleurs. Sur tous les points. En fait, OKC, tu vois, pour moi, c'est la version ultime d'Enix, tu vois. Genre, les équipes se ressemblent un peu, mais OKC, c'est la version améliorée. C'est genre, tu regardes le meneur, Onyx c'est Brunson, alors c'est une star, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais, À OKC, ils ont SGA. ouais. Tu regardes au niveau des pivots, Qui est d'un cran au-dessus, bien entendu. tu regardes au niveau des pivots, bon, même si c'est pas, c'est difficilement comparable quand même, Chet et Kat, parce que Kat est un bien meilleur. Taper un bien Profil meilleur offensif, ouais. QI basket offensif. Ah oui, il n'y a rien à dire. Mais par contre, défensivement, Chet, tu vois, c'est. Il n'y a pas photo. Voilà. Il n'y a pas photo. Tu regardes OG Anunoby, bah, à OKC, ils ont la version boostée avec Jalen Williams quand il est sur deux genoux. Ouais, Et même le banc, tu regardes bah, Caruso de leur côté, c'est Alvarado qui s'est rentré un panier. Jalen Williams en backup, bah, c'est meilleur que les backups des Knicks. ouais, Hartenstein, c'est Mitchell Robinson avec des mains. ouais, avec des mains, parce que Hartenstein est plutôt pas mal aussi à la passe, faut pas l'oublier. Donc, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça qui me font dire, bah, en fait, OKC, c'est les Knicks en meilleur. Ouais, et puis même Jalen Williams, qui est la deuxième force offensive du côté des. Comment on appelle ça? D'OKC. Du Thunder, du côté d'OKC. Deuxième force offensive, a aussi un meilleur handle que Anunoby. Mm. Ça, c'est une évidence. En tout cas, oui,
Je peux comprendre tes interrogations du côté des Knicks par rapport au final NBA, quel que soit l'adversaire qu'ils pourraient affronter. Là, tu as parlé du Thunder, mais on peut aussi parler du côté des Spurs, où les Spurs nous ont clairement étonnés même depuis la saison régulière. Ouais. Ils ont une faculté à pouvoir défendre sur plusieurs passes en session offensive, c'est-à-dire que tu ne vas pas marquer sur 2 passes, tu ne vas pas marquer sur 3 passes, il va falloir que tu puisses déborder la défense des Spurs. Tu ne pourras pas le faire toute la rencontre en 1 contre 1. Donc, tu vas te faire boire si offensivement, tu n'as pas les armes nécessaires à pouvoir contrecarrer la défense des Spurs. Et c'est la même du côté du Thunder. Hein. Pour déborder cette défense-là, il va falloir qu'offensivement, tu puisses présenter une certaine assurance offensive, une certaine sûreté offensive, et sur plusieurs possessions à la fois. C'est ce que nous apercevons durant ces finales Le seul avantage à l'Ouest. à faire ça contre les Spurs ou contre OKC, c'est que les Spurs, quand Wemby sort, c'est là qu'il faut que tu mettes un run. Ce qu'on a vu Ouais, surtout sur les finales de conférence, on a vu que dès que Wemby sortait, l'équipe était un peu à la rue. De toute façon, ouais, on complètement. perd la bataille du Complètement. banc, mais pas d'un petit peu, quoi. Ouais, C'était complètement. c'était après le Game 3, je crois, qu'il y avait 119 points d'écart entre les deux bancs. Tiens, on va basculer directement sur la finale, mon coucou. Puisque là, on a déjà fait la transition un petit peu, là. Bon, désolé, on vous fait pas le rappel de l'Ouest, mais retenez juste. Tu veux pas le faire? Si, on peut le Bon, en faire, fait, hein, si c'est tu toi veux, qui... quand on était parti, moi je te suis. Ah bon, tu me suis? Allez, je te suis. Là, on passe sur l'Ouest. Non, c'était Ouais. toi qui décidais. Tu me dis ce que tu en penses. Bon, allez, on fait un petit coucou. Allez, on y va. On y va à l'Ouest. Bon, OKC, comme les années face aux Pelicans, comme face aux Grises en 2025, premier tour, toujours la gifle classique. 4-0, 12 victoires consécutives pour OKC au premier tour, mi-avril. Ça ne change pas cette année, malgré Dylan Brooks, malgré Devon Booker. C'est la défaite. Très, très belle surprise de la part des Lakers. Qu'on n'attendait pas de pareille fête durant cette confrontation, où ils ont sorti les Houston Rockets de notre Quentin. Bravo! Ah Oui, ne l'oublions pas, hein, les Rockets se sont détestés par Quentin. Quentin, c'est à toi. Ah bah une belle série de merde de la part des Rockets en vrai. Ah, je suis désolé. T'arrives, y a pas Austin Reeves jusqu'à la fin. Parce qu'Austin Reeves il Ouais. revient à la fin, il revient, il est pas neuf non plus. Luka Doncic n'a pas joué des playoffs. Donc tu te retrouves contre LeBron, bientôt 42 ans. Rui Hachimura, Luke Kennard, Ouais. Marcus Smart. Et Ils se tu, sont et régalés. tu te fais péter en deux par ça. Alors Tu que te fais t'as. dégommer. Kevin Durant, il a joué que le Game 1 Ouais, mais après c'était il a disparu. insuffisant. C'était insuffisant. C'était insuffisant. Il était clairement Euh, c'est- blessé, tout simplement. C'est un petit peu malheureux, mais Kevin Durant va sur ses 38 ans. ouais. Ça commence à peser du côté de KD, l'arme fatale du mercenariat. Il ne pourra pas tenir sur ces élans-là tout le temps. Et même, on a été critiquer les Rockets toute la saison à propos de ça. Physiquement, les gars, et même l'ossature de leur effectif est clairement déséquilibrée. C'est une équipe très physique, mais qui ne présente pas des capacités de création intéressantes et même d'un shoot extérieur. Aïe, 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 aïe. Va falloir mieux construire l'effectif du côté des Rockets. Raphaël, ça a beaucoup de travail là-dessus. Mais c'est une défaite logique quand tu regardes les rencontres. Hein. Il y a- Victoire des Lakers sur le premier tour 4-2. sur le shoot extérieur, et tu sais quoi, pour une fois, je vais même pas le clasher. Le seul qui a été bon avec du volume, c'est Jabari Smith. Ouais. C'est le seul qui a Il été a bon fait avec que... du volume. Il a 37% sur la série. Il a Non, pris, c'est clairement... il, C'est honorable. il a pris 51 3 points sur la série quand même. T'as Rich C'est Shepard beaucoup, aussi. hein. T'as Rich Shepard qui a pris plus de 3 points, mais bon, le gars, il est même pas à 30%. Donc, Non, mais c'est le seul qui est... Jack il sait pas Oh. défendre. Jack il sait pas défendre, alors Ouais, s'il commence ouais, à pas rentrer. ouais, ça va être difficile de rester longtemps sur le terrain. Après, et puis, il faut qu'on parle. La série la plus dense de l'Ouest sur ce premier tour. Denver, Minnesota. Hein? Tu veux dire la série où Rudy Gobert il a mangé un triple MVP? Oh, arrêtez avec vos histoires de manger. Hein. Arrêtez ça. Il s'est bien Attends, il l'a. battu. Ah non, mais attends. À chaque fois que Gobert était en défense sur lui, quasiment toute la série, il l'a mangé. Ah, tu parles de Jokic sur Rudy Gobert? Je parle de l'ensemble de la série. Sur l'ensemble de la série. Alors, si tu Ouais. regardes que les stats, tu vois, Gobert, il a 7 points, il a 11 rebonds, il a 3 passes. Bon, Ouais, il est dans son rôle. Jokic, la classique, hein, 26, 13, 10. C'est la Ouais, classique. voilà.
Mais quand tu regardais les matchs et que tu voyais Rudy défendre sur Jokic, il a plus mangé Jokic que l'inverse. Ben, Rudy Gobert, c'est très très bien démontré sur ce premier tour. Il s'est vraiment mis en valeur sur ses armes, sur ce premier tour en playoff. Soyons très très clairs. Bien que Jokic présente des stats intéressantes, mais n'oublions pas, les face-à-face en 1 contre 1 sont décisifs de toute manière, hein, lorsque des joueurs comme ça s'affrontent. Et Gobert a clairement tiré son épingle du jeu. Il n'y a absolument rien à dire. Et là où est-ce qu'il faut même dire par rapport à Minnesota, c'est une équipe avec une densité physique aussi qui est très importante, une résilience plus qu'importante, sans compter que c'est un effectif qui était limité, avec pas mal de joueurs blessés, et notamment GVV, Mm. Dante DiVincenzo qui s'est blessé, qui a au tendon d'Achille, Jason Tatum l'a déjà appelé, Tyrese Haliburton, enfin bref. C'est la série noire dans la Ligue NBA. Voilà, où pas mal de joueurs, notamment des joueurs extérieurs, prennent cette blessure-là sur la tête. Et Minnesota, même Dosunmu, qui a été même la grande révélation sur ce premier tour, en faisant un match à plus de 40 points. Ça, Il a 22 points sur la série. Il a 22 points de moyenne sur la série. Les Bulls, qu'est-ce qu'ils foutent? Hormis manger de la vache, on se pose des questions. Mais bon, il était clairement dans son élément. Denver nous a grandement déçus. Jaden McDaniels aussi, la série qu'il fait. Il fait une série de tarés, le gars. C'était après le Game 1 où il lui demande ouais, c'est qui les bons défenseurs en face? Et puis qui répond. Il dit ah non. Non, on lui demandait c'était qui les mauvais défenseurs du côté des Nuggets et il commence à sortir tout l'effectif. Waouh! Même à la fin, il fait ouais, Aaron Gordon, ils font Aaron Gordon, t'es sûr? Ils font ouais, ouais. Il fait ouais, ouais, c'est pas un bon défenseur. Oh, Mickey, t'as dit? Non, il a commencé à citer tout l'effectif Ouais. et il finit par Aaron Gordon. Même Puis, Aaron Gordon, il le considère comme pas un bon défenseur. et le journaliste, il dit Aaron Gordon, t'es sûr? Puis Red, il fait ouais, ouais, je suis sûr que c'est un mauvais défenseur. C'est courageux de pouvoir balancer ça du côté de Jaden McDaniels. En tout cas, il a eu libre à lui de pouvoir le confesser. Victoire des Minnesota, qui était donc tête de série numéro 6 sur l'Ouest. Et il emporte 4 victoires à 2. Donc, upset réalisé par Minnesota. Et enfin, la dernière série auquel je pourrais peut-être un tout petit peu plus m'exprimer, mais très rapidement, parce que les économies importantes font plus la une des journaux que même ce premier tour à l'Ouest. On a eu un nouveau propriétaire qui est en train de couper des postes, qui coupe des t-shirts. Les mecs de l'effectif, ils ne veulent pas venir au déplacement, alors qu'on est en série de playoffs. Je crois qu'il n'a pas forcément compris. Je peux me permettre? Non, je t'écoute. Il est en adéquation avec son franchise player. Oh, pourquoi tu dis ça? Je laisse planer le doute. Mais non, exprime-toi. Non, 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 non. Mais comment ça? Moi-même, je comprends pas ce que tu dis. Je t'expliquerai après. Wesh, mais on n'est pas là que pour parler pour nous, mon Quentin. Il faut que tu parles. Non, 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 j'expliquerai après. Ok. Bon, en tout cas, Damien Lillard est absent, soyons très clairs, ne l'oublions pas. Denis Avdija. Ah, par rapport à Avdija. Oh là 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 là. Tu t'amuses, ça te fait rire, là? Ouais, beaucoup. Avdija qui était dans la liste des meilleurs joueurs ayant le plus progressé au cours de cette saison régulière 2025-2026, leader des Portland Blazers, se sont inclinés au premier tour face à San Antonio, logiquement parlant, soyons très clairs. Une rencontre où 2 fois à domicile, nous menons de 15 points et nous faisons rattraper et dépasser par les Spurs sur les rencontres à domicile. Vous allez être punis, sans compter qu'on avait mené 1-0, je crois. Non, il y avait 1-1. On a Il y a eu gagné 1-1, premier. ok. Parce que Wemby, il arrive, il en met 35 direct. Ouais, après, il est expulsé. Non, ça c'était au second tour. Non, c'est quand il a eu sa commotion cérébrale. Ah oui, la tête, là, le cerveau là, qui a été touché, là. Ouais, c'est vrai, n'importe Donc quoi. du coup, ton copain Scoot Mobilette en a profité pour mettre 30 points, a commencé à flexer. Et, et puis bah voilà, après il s'est fait péter le cul par Dylan Harper et Stephen Castle. Et voilà. Et là, ça a fait toute la différence. On a clairement souffert par rapport à ça. Défaite logique 4-1. On repart pour travailler et surtout pour faire des économies. Mais bon, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord du côté des Blazers. Les demi-finales, OKC continue sa promenade de santé. On était conscient de ça. Au contraire, des autres équipes tenantes du titre, elles ne perdent pas en demi-finale de conférence, comme ça a été le cas pendant au moins 4 à 5 derniers tenants du titre passés. OKC, elle va en finale de conférence. Et quelle finale de conférence face aux San Antonio Spurs, qui battent, je dirais, logiquement, les Timberwolves de Minnesota. Il y a un joueur qui m'a déçu côté de Minnesota, hormis Rudy Gobert, qui est encore une fois inutile, qui démontre son inutilité. Il se fait manger lui aussi. Ouais, lui, il prend sa sauce.
Mais même Edwards, bon, à mon avis, il est aussi physiquement quand même atteint, je pense. Hein. Anthony Edwards, on sent que c'était assez compliqué. Et même des roustes sont passés du côté des Spurs. Hein. C'est-à-dire que les Spurs confirment leur très belle saison de régulière en playoff. Et contre des équipes qui, et n'oublions pas Minnesota, qui était sur deux finales de conférence Ouest de suite. Hein? Ouais. Il faut quand même le signaler. Donc Minnesota s'incline en demi-finale, logiquement. San Antonio est devant, 4 victoires à 2. Un mot avant d'attaquer les finales, mon Quentin? Le coup de Wemby était quand même très aiguisé. Ouais. Ouais. Alors, tu vois, pour revenir vite fait sur cette histoire, alors tu regardes purement et simplement les règles. À part la suspension, il n'y avait pas de raison supplémentaire de suspendre parce que j'avais vu du coup, tu as un système de points avec les flagrantes. Une flagrante 2 Ouais. c'est 2 points, une flagrante 1 c'est 1 point. Et au bout de 3 points, t'es suspendu un match de plus. Ouais, Donc là, du coup, il était qu'à 2 points, mais après, tu sais, ça dépend du contexte, de ceci, de cela. bien sûr. Donc du coup, l'NBA avait tranché, avait dit, bah non, on le suspend pas, de toute façon, c'était sûr, c'est la poule aux œufs d'or, donc c'est sûr qu'ils allaient pas le suspendre. Bah oui. Par contre, là où je vais être d'accord avec certaines personnes, Ouais, qui estimait qu'il devait être suspendu. bah même pas sur la suspension, tu vois, parce que bah, si t'appliques les règles bêtement et simplement, il a pas été suspendu. D'accord? C'est après, il a pas eu d'amende, donc là, je suis un peu en mode, ouais, bon, Ouais, bizarre. c'est un peu du foutage de gueule quand même, parce que le coup était quand même très très volontaire. Ouais. Donc oui, oui, ok, vas-y, t'as peut-être des circonstances atténuantes parce que ça jouait très très physique, mais pas mettre d'amende, je trouve c'est un peu limite, tu vois. Effectivement. Ouais, c'est clair que sur cet aspect-là, c'était plus que limite. Euh, En vérité, on a quand même essayé de déranger Wimby physiquement. Ça, c'est très clair. On veut l'atteindre sur les aspects de son jeu, de plus le déranger le plus possible. Minnesota a les éléments nécessaires pour ça c'est très clair. Mais Wemby, pour ma part, il est en route pour devenir le meilleur joueur de la ligue. Ah bah Dès qu'il est il absent, est déjà dans la déjà, discussion. oui, il était troisième déjà. Mais déjà, Portland, il gagne un match parce que Wemby, il a sa commotion, Mm. donc il est off sur la rencontre, soyons très clairs, sinon à mon avis c'est 4-0. Bah surtout c'est 3 points d'écart la victoire des Blazers. En plus, pour vous dire à tel point que c'était déjà très court, donc on a failli passer à la trappe, mais on gagne quand même là-bas, donc on ne part pas avec une valise. Donc 4-1, et même la demi-finale. C'est Wemby qui, son absence, là, avec sa vilainie de coude bien aiguisée, ben, qui remet en jeu Minnesota pour pouvoir l'emporter. Ils égalisent la série, ouais, 2-2. Ils égalisent voilà, à 2-2. Mais sinon, dès son retour, il n'y a pas photo. Bah, Il n'y a pas photo. tu vois, c'est pareil, tu regardes, il est pas là. Les Wolves gagnent par 5 points. Wemby revient, 126-97, 139-109. Regardez l'écart. Regardez l'écart, messieurs, dames. Puis quand il revient, il te lâche 27 points, 17 rebonds, 5 passes. Mais Théma, ce que tu dis, non, il n'y a pas faute. En fait, il faut gagner maintenant. Heureusement que Jason Tatum a gagné maintenant, hein, sinon c'était foutu, hein, je pense. Hein, là, en vérité, là, le Thunder, si elle veut continuer sa suprématie à l'Ouest, parce que j'estime que c'est la meilleure équipe de la Ligue, hein, soyons très clairs, quand tu es tenant du titre et que tu es en finale de conférence Est, ouais, c'est que là, tu commences clairement à peser. Ben, va falloir maintenant trouver une véritable solution. Et quand tu regardes maintenant même ce premier tour, parce qu'on va automatiquement y venir, soyons très clairs, dans cette finale de conférence Ouest, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte moi boum. C'est compliqué. Hein. Bah, pour l'arrêter, Bah, c'est compliqué pour OKC parce que. Alors, déjà, t'as la blessure de Jalen Williams. ouais, qui fait très mal. Il a joué les 2 premiers matchs et après il s'est pété. T'as la blessure de AJ Mitchell au Ouais, Game 3. au Game 3. Ouais. Donc tu te prives de. Tu te prives de deux mecs très bons à 3 points quand même, de ton option 2, d'un de tes meilleurs scoreurs en sortie de banc. Enfin, Tout à fait. tu te prives de beaucoup de choses, donc forcément ça allait être compliqué. Heureusement que sur le début de série, t'as Caruso qui était en feu. Complètement. Parce que le Game 1, on va reparler un peu du Game 1 parce que, outre le fait que Wemby te sorte une ligne de stats all-time, c'est un match de fou qui finit en double prolongation D'où prolongation. avec des hustle plays de partout. Vassell qui va contrer Chet dans la raquette. Hum.
Je crois que Faut y aller, hein. c'était Faut pendant y la aller, première hein. prolongation, je crois. Je sais plus si c'était après la Première prolongation prolongation. ou le dernier quart. Mais voilà, le match a été incroyable des deux côtés. Wemby, bon, bah, 41 points, 24 rebonds. SGA, il met que 24 points. Mais t'as 12 passes décisives, t'as 5 interceptions, t'as Jalen Williams qui fait mal, il en met 26. Caruso, il en met 31 en sortie de banc. Enfin voilà, tu vois, c'est bien équilibré. Et après, ouais, bah, OKC, malheureusement, ça s'effondre parce que t'as des blessures. T'as des blessures. Shai est Ouais. très bien défendu, même si c'est physique. Des deux côtés, là, c'est très très physique. Que ce soit Castle ou Dort. Ah, les gars, ils y vont, là, tu vois, c'est la WWE. Mais il est quand même très bien défendu parce que t'as d'autres équipes qui ont essayé d'être physiques avec SGA. Il mettait quand même 30 points dans la bouche de tout le monde. C'est pas tout le monde qui arrive à ralentir SGA de cette manière-là. N'oublions pas les pourcentages, hein, justement des SGA de base, hein, où c'est l'arrière qui est peut-être même le plus adroit au niveau du pourcentage Cette saison, ouais, les de la moyens. ligue. Je pense que c'est même lui. Il a pratiquement des pourcentages de pivot. Donc, je parle en termes de. Voilà. Et quand tu mets 30 points et que tu as plus de 53% au shoot, ça veut dire quoi? SGA est dérangé. Les autres 55. lieutenants, 55%. voilà. Et 55%. En fait, c'est un vrai MVP, ce mec. Euh, euh, Tu mets SGA à moins de 50%, crois-moi, ça compte vraiment dans le décompte final, sans compter que les autres joueurs, les autres lieutenants de SGA, notamment à l'échelle offensive, sont absents. Ça compte énormément de n'arriver à ça. C'est mieux que de le mettre en dessous de 50%. Il est en dessous des 40. Ah ouais? Il a 39% sur la série. Oh là Il a là. 26% Bon. à 3 points et pendant la régulière, il était à 38. Ouais, parce que de base, c'est pas un shooter extérieur de nature, mais il a fait des progrès, d'où les 38% que tu dis. Mais là, tu as moins de 30%. Non, SGA est vraiment emmerdé durant cette série-là. Mais, Euh, mais tu vois, à son à crédit. son crédit, voilà, euh, il, sc- il arrive plus à scorer comme il scorait. Il a des pourcentages dégueux, il est très bien défendu, mais il fait très bien jouer le reste de l'équipe. Il dépasse très très souvent les 10 passes sur la série. Il a 10 passes de Regarde les moyenne. ballons perdus, s'il te plaît. Il a 11 ballons perdus pour 40 passes. 11 ballons perdus. 11 ballons perdus Ouais, pour 40 ouais. passes. Voilà. Ça s'est clairement justifié sur la rencontre 2, le Game Tree, hein, que le Thunder va emporter. Où on a vu toute la richesse de Kessie sur le Game 3, soyons très clairs. Il n'y avait absolument rien à dire par rapport à ce scénario-là. Ils ont On dominé. est clairement, voilà, mais on est clairement dans une finale NBA. Justement, à la fin de ce Game 3, tu as Greg Popovich qui est parti engueuler les Spurs, justement, à domicile. Hein. Dans le vestiaire. Tu peux nous en dire plus, quand même? Bah, du coup, après le Game 3, du coup, on s'est fait péter par SGA et Jarrett McCain. Parce que Caruso était un petit peu moins chaud. Hein. Caruso, il a mis que 15 points au game 3. Et du Ouais, coup, mais on va pas lui en vouloir. Hein. t'as ses copains. Parce que Jalen Williams, il a commencé à rentrer en première mi-temps. Il a mis 14 points en deuxième quart-temps, je crois. Il me semble que c'était le Game 3, où il met 14 points avant la mi-temps. Jalen Williams. Ouais, Game 3, Game 3. Ouais. Et t'as le coco Jarrett McCain qui a commencé à faire bon. Moi, les gars, du coup, il a mis 24 points aussi. Donc voilà, on s'est fait. Et c'est pour ça que je parlais du banc tout à l'heure. On se fait éclater par leur banc. Quand Wemby sort, on se fait éclater. Et Pop a déboulé dans le vestiaire pour mettre une de ses petites soufflantes dont il a le secret. Et quand tu regardes le J'adore. résultat du Game 4, Moi, ça a plutôt bien marché. ouais, moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais tu as raison de parler du Game 4. Le Game 4 remporté 103-82 du côté des Spurs à domicile avec un Wembanyama remonté. Hein. Ouais. Wembanyama veut vraiment gagner et gagner maintenant. C'est pas. Moi, j'adore cette initiative. J'adore ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut bien toujours donner le pourquoi du comment. Et bien entendu, Quentin, tu pourras suivre. Les Spurs, c'est pas une équipe ils n'ont pas d'expérience à ce niveau de la compétition. OK? Il y a Mais ils sont pas là pour. il y en a deux qui ont d'expérience, ils sont sur le banc. Ouais, Harrison Barnes, Et qui est un le ancien Cornet. champion, soyons très clairs, et Luc Cornet du côté des Celtics. Donc, en soi, pour bon nombre de joueurs de cet effectif, tout ça, c'est nouveau, soyons très clairs. Mais les Spurs sont une franchise qui connaît la victoire. Donc, à l'échelle de l'organisation, il y a déjà des acquis. Ouais. La preuve, quand on parle de Popovic qui vient dans les vestiaires, c'est pas que Popovic qui parle, c'est même l'institution. Donc, c'est une partie de l'institution Spurs qui s'exprime avec le fait est-ce qu'il y a certaines choses qui sont inacceptables ici. Tu vois? Ça, c'est des points qui sont importants. Donc, automatiquement,
avec en effet l'équipe menée par Wemby, ils sont dans une insouciance, ils sont dans l'idée, en fait la défaite ne nous fait même pas peur, on est prêt à tout arracher, et ça s'est vraiment justifié sur le Game 1, parce que bon nombre d'équipes auraient pu rendre les armes face en effet face à OKC à domicile, mais d'ailleurs qui ont encaissé leur première défaite à domicile, parce que c'est quand même pas mal à souligner, c'est leur première défaite à domicile, et surtout, n'oublions pas les confrontations en saison régulière. Ouais, où il y en a eu 5, du coup, avec la NBA Cup. Ouais, avec la Coupe de la Ligue, là. Où du coup, OKC a gagné une fois. Ouais. Et on a gagné les 4 autres, du coup. Et voilà, tu vois, c'est quand même important. Mais comment, moi, la vraie question, c'est comment OKC va répondre. Parce que là, on est clairement à la moitié. On rentre sur les matchs décisifs de la série. Vaut mieux ne pas perdre les rencontres suivantes. Là, ça va être galère. Quelle va être la réponse d'OKC face en effet aux convalescences qui sont présents dans leur effectif. Caruso, bien qu'il était exceptionnel sur le début de la série à échelle offensive, mais en fait, ça devient logique à ce qu'il puisse offensivement plus t'acheter. C'est pas son rôle. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, ça se comprend. On va pas lui en vouloir pour ça. Voilà, c'est pas sa première tâche. Il y en a deux, on va attendre un peu plus d'eux aussi chez OKC, alors que c'est censé être leur point Vas-y. fort. C'est leur secteur intérieur, parce que Hartenstein, il arrive pas à suivre avec Wemby, c'est pour ça qu'Hartenstein il joue moins de 20 minutes sur la série. Ouais. Et Chet, Chet on attendait mieux, tu vois. Alors, je suis pas en train de dire il est mauvais, hein. Défensivement il est présent. Offensivement, on attendait quand même, on attendait quand même mieux, surtout vu ce qu'on a déjà vu de Chet. On attendait un peu mieux, mais après, il y a une classe d'écart entre les deux, et c'est pas de sa faute. Non, 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 pas du tout. Mais même si c'est une classe d'écart, tu dois quand même montrer l'étendue de ton talent. Et je pense que tu as les armes nécessaires pour pouvoir en effet gêner n'importe quelle échelle offensive. Défensivement, on sait qu'il a certains acquis, ça c'est très clair. Mais quand tu finis le Game 4 avec 10 points, 3 sur 8 au shoot, voilà quoi, un contre. En fait, Chet Holmgren, je pense qu'il a un petit peu touché psychologiquement lorsqu'il affronte Wemby, parce qu'il y a eu pas mal de situations où Wemby lui est rentré dedans. Ça compte psychologiquement. Ce soir, Wemby, pour ma part, a toutes les armes nécessaires à pouvoir battre KC. Vaut mieux qu'il puisse le faire, parce que moi, je pense que s'il y a une victoire, 3 victoires à 2 du côté de KC, je pense, du côté du Texas, que ça risquerait d'être compliqué, mais on n'en est pas là. Il faut déjà gagner ce Game 5, qui est le match masculin, comme on le sait très bien. Il y a un homme aussi qu'il faut aussi observer, c'est l'absence de Luxendort, qui est offensivement catastrophique, même sur toute l'année. Il n'est pas dans la même pente ascendante dans laquelle il avait été sur les 2 dernières années et qui arrivait même d'ailleurs juste au titre. Mais il leur manque vraiment cet appui. Et le petit Mitchell là, qui est blessé, ça fait très mal parce que Jared McCain est complètement passé au travers lors du Game 4 en étant à 1 sur 10 au shoot. Je sais que Après McCain, c'est le genre de mec, il te fait 1 sur 10 au shoot, le lendemain il tombait 25, c'est ça le problème. Ouais, mais en fait, on l'a rarement vu passer au travers comme ça. Après, tu me diras, c'est une finale de conférence. C'est la première fois qu'il est dans cette configuration, puisque aux Sixers, ça va être très difficile d'y arriver, vu les tocards qui composent cet effectif. Mais du côté de McCain, c'est très clair. Encore une fois, ce sont des jeunes joueurs, ne l'oublions pas. Hein. Ce sont des jeunes joueurs. Et l'absence de G-Dub fait très mal. Ouais. L'absence de Jalen Williams fait très mal aussi. Kayson Wallace est aussi un petit peu absent. Et même Isaiah Joe. Isaiah Joe qui fait il joue quasiment pas, de toute façon, il a mais 9 oui, minutes de moyenne. c'est beaucoup trop bas. Même Aaron Wiggins aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que ces joueurs-là, qui étaient présents lors du titre de la saison 25, Et important. vont devoir à leur tour, exactement, qui ont des rôles importants, vont devoir dorénavant se montrer davantage face à cette tenaille des Spurs. J'ai envie qu'on parle un peu de leur défense là. Parce qu'au-delà de Wemby, il faut que tu nous dises un petit peu comment ça pèse là-bas. T'as Castle, du coup, je faisais un peu la vanne tout à l'heure, c'est vrai que Castle il défend très très physiquement sur SGA. Donc ça déjà ça aide aussi pour réduire les pourcentages, on va pas se mentir. Vraiment. Après, c'est un tout en fait, t'as des rotations défensives qui sont quand même facilitées par la présence de Wemby, parce que la présence de Wemby, ça fait paniquer un peu OKC.
bien sûr. Ils ont déjà subi cette Même tout le saison. monde dans la ligue. Ouais. Tout le monde dans la ligue. Mais eux, un peu plus, je trouve, tu vois, parce qu'ils prennent des shoots que tu les vois pas prendre généralement, tu vois. Tout Ils à fait. hésitent, tu les vois hésitants. Et JA, ils pénètrent un peu moins. Ils restent un peu plus au large, machin, tu vois, un peu plus. Presque un peu plus passif. Et en fait, c'est surtout la gravité de Wemby qui fait que la défense des Spurs reste bonne. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que Mitch Johnson, malgré tout le mal que j'ai pu dire sur lui, notamment l'année dernière, Oh oui. là où il fait du bon boulot, c'est que toutes les minutes de Wemby sont matchées sur celles de SGA. Ouais. Généralement, SGA rentre, Wemby rentre. SGA sort, Wemby sort, ou alors il est sorti un petit peu avant. Enfin voilà, ça match quand même tout ça. Justement pour couper ce moteur offensif. Donc c'est là où c'est très bien fait. Et après, un autre homme dont je parlais en privé, qui fait un excellent travail, c'est Ouais. Monsieur Devin Vassell. Autant Devin offensivement Vassell. que défensivement. Tout à fait. C'est limite ton option 2 sur la série avec Castle. Il défend très bien, t'as les hustle play, enfin, c'est vraiment un tout. Et après, là, c'est plus offensivement que j'ai envie de dire quelque chose. J'ai regardé un petit truc aussi sur Castle. Mhm. Alors, Castle, sur les 2 premiers matchs, en cumulé, il a 20 pertes de balles. Tu sais, il a perdu combien de ballons depuis le retour de Fox au Game 3? Zéro. Deux. Deux ballons. Ah, bon. 2 ballons perdus sur les 2 derniers Deux ballons matchs. perdus pour, deux ballons perdus pour un arrière. Croyez-moi, c'est une très belle performance. Moi, ce qui me fume, c'est vraiment le Game 1, il perd 11 ballons. Game 2, il en perd Ouais. 9. Fox, 9, ouais. Fox revient, il en perd un. Il en repère un. Et voilà, c'est tout. Non, mais ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, Stephen Castle n'est pas prêt pour être au poste de meneur de jeu pour l'instant aujourd'hui dans cette ligue. Et qui plus est du côté des Spurs pour l'instant. Non, alors qu'il a, Euh, il a quand même une excellente vision. Mais c'est tout cumulé en même temps. Il a encore un peu de mal, mais il a 21 ans, quoi. oui, puis, Il a 21 voilà, ans, c'est il tout. arrive comme arrière. Mais complètement. C'est un poste, on l'a vu comme étant une espèce de combo guard de profil, défensivement très fort, très dur. Lui-même, il a une faculté de perforation qui est très intéressante. Et surtout, il n'a peur de rien. Ils n'ont peur de rien, ces Spurs-là. Ils te rentrent dedans. Et comme je disais au tout début de notre intervention, mon très cher Quentin, les Spurs a débordé sur plusieurs séquences de passes. Va falloir être musclé. Parce que les mecs, au niveau des rotations, hormis Wemby, hein, parce que tu as tous les postes extérieurs qui tournent, là, il y a une couverture, il y a une couverture, il y a une autre couverture, il y a une autre couverture. Ça rend les choses difficiles pour l'équipe adverse à pouvoir scorer. Donc, du côté d'OKC, il va falloir faire preuve d'ingéniosité offensive sur plusieurs possessions pour pouvoir mettre en déroute, justement, les Spurs à l'échelle défensive. Ils l'ont fait sur le Game 3, soyons très clairs, avec une victoire sans appel, auquel moi-même, j'avais envisagé que sur le Game 4, les choses puissent se répéter. Non, les Spurs ont pu se corriger, et c'est même la clé de toute équipe playoffable dans la durée. Apprendre à se corriger sur 2 jours d'intervalle. Croyez-moi, c'est pas tout le monde qui sait le faire dans cette ligue-là. Demandez aux Cavs. Et aujourd'hui, ils sont au fond du trou à cause de ça. Donc, il y a un homme auquel je vais faire attention du côté des Spurs, ça va être De'Aaron Fox, qui est sur un 5 sur 13, certes, sur le Game 4. Il finit quand même avec dire, bon, les Spurs prennent 52 rebonds sur le Game 4. Donc, c'est quand même une donnée qui est assez intéressante où le degré de combativité était quand même évident. En moyenne, sur la série, on prend 6 rebonds et demi de 47. plus que OKC. Ah, mais ça fait toute la diff, hein. Parce que Ça fait toute la diff. t'as Wemby qui en prend 13 par match. En même temps, quand tu commences la série avec 24 rebonds, il commence la série avec 24 rebonds et 17 rebonds. Tu vois, donc Ouais, forcément, aussi, ouais. Ouais, bah, c'est sûr que ça fait la différence. Oui, mais certes, mais en fait, ça ne fait pas tout, en fait. Parce que t'as Vassell. Wemby, par exemple, Vassell, il voilà, en prend exactement, sur le 6. Game 4, bah Champagny. ouais, sur le Game 4, on prend 52, mais tu as une très belle répartition. Mm. Même Luc Cornet, il sort du banc, il fait 13 minutes, mais il prend 7 rebonds. Bah, Tu vois? heureusement qu'il prend des rebonds parce que putain, la série qu'il a, elle est nulle à chier. Enfin, ses playoffs sont nuls à Ouais, chier même. mais c'est là où tu vois qu'il est un petit peu dépassé. Voilà, on l'a un petit peu compris, on connaît les limites de Luc Cornet. Et d'ailleurs, Wembanyama, il n'est pas encore, je pense, physiquement, il n'est pas encore en pleine plénitude physique aussi pour faire plus que 30, 33 minutes, je pense. Il a, Même si le il Game a, 1, il a 40 minutes de moyenne sur la série Wemby.
Ouais, mais parce qu'il y a le premier tour qui fait la diff, mais tu t'aperçois que sur ces playoffs, il sort quand même beaucoup, Wemby, hein. Ah ouais, les deux premiers tours, ils jouent pas des masses, mais là, ouais, les finales de Ouais, conf, ils jouent 39 ouais, minutes. bah, parce que tu as la double prolongation qui fait la diff. Quand tu regardes le game 2, le game 3, le game 4, bon, le game 4, vu que c'est un blowout, ok, il fait 31 minutes, mais tu t'aperçois qu'Wemby ne fait pas des durées de rencontre assez importantes sur l'ensemble de ses playoffs en Ouais, question. ouais, sur, Donc, sur l'ensemble des playoffs, ouais, mais sur la série en elle-même. 37 minutes au game 2, 39 minutes au game 3. Ça va. ouais, bon, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que sur les finales, à la rigueur, ça tire beaucoup plus que sur la demi, sur le premier tour. Ah ouais, bah Les oui, choses ont été un le petit premier tour et demi, des fois tu voyais, il devait jouer 27 ou 28 minutes. Ouais, 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 il sortait même beaucoup. Hein. Il sortait même beaucoup. Je ne comprenais pas forcément pourquoi, mais bon, c'est sur les finales que les choses comptent. Ce soir, ton petit pronostic, mon Quentin? Tu vois, je suis hésitant. On retourne à OKC. Ouais. Moi, je dis, on prend le game 5. Ils prennent le game 6. Et game 7, on verra. Ouh, c'est indécis, hein. Ah, C'est indécis. même avec des blessures, tu vois, ça reste une équipe qui est très profonde. C'est l'équipe avec la meilleure profondeur de la ligue. Tu vois ce que je disais, Jared McCain, ça se trouve, il va en mettre 25 ce soir. Ça se trouve, c'est Caruso qui va encore péter un câble. Ou ça se trouve, même un des gars qui a pas été très bon sur le début de la série, tu vois. Je sais pas, Isaiah Joe. Imaginons, il Ouais. rentre 2 minutes à la fin du premier quart. Même Kayson Wallace. Tu vois, il suffit qu'il y en a un qui commence à chauffer et ça peut être différent. Ou même Chet qui fait un gros match. Enfin, t'es pas à l'abri de ça. T'es pas à l'abri de ça côté Spurs aussi, mais le banc des Spurs te donne moins de certitude sur les playoffs. Complètement, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que Keldon Johnson, je le déteste, en tout cas à l'échelle de son basket, mais il se bat bien. J'arrête mes conneries. Il est malgré tout intéressant. Voilà. Mais c'est lui la tête de liste du banc des Spurs. Hein. Tu ne Bah, pourras pas remettre ça en question. le seul du banc des Spurs qui est vraiment dangereux offensivement sur les playoffs, c'est Dylan Harper. Ouais. C'est le seul où il faut vraiment se méfier vu la gueule des playoffs. Euh, Keldon, je perds pas espoir, tu vois. Tu sais qu'il peut te sortir un gros match. Mais j'attends de le voir parce que ces playoffs, elles sont vraiment pas folles. Celui Ouais. aussi sur le banc où j'en attends plus, entre guillemets, parce que pareil, ça reste un rookie, c'est Carter Bryant qui a d'excellentes Ouais. entrées défensives, notamment sur l'homme. Mais voilà, il manque encore un petit peu de qualité offensive, comme sur la saison régulière. Mais voilà, pareil, lui, Mm. on sait que c'est un projet long terme aussi. Ouais, bien sûr, ça va pousser sur l'après. Mais Devin Vassell, de toute manière, est un petit peu la. Bon, la pierre angulaire, c'est Wemby, on le sait très bien. Mais tu as des hommes de base qui sont très importants, notamment au niveau des rotations défensives. Les Devin Vassell répondent très bien à ce rôle-là. Va falloir également que SGA puisse faire le match qui correspond à son statut. Ouais. On parlait de ça avec Vlad, justement, dans nos différents messages de nos groupes, plus que olé olé. Il évoquait justement l'importance de voir un joueur majeur faire une performance qui te laisse bouche bée. Eh ben, pour l'instant, sur ces playoffs-là, OKC n'en a pas eu besoin, soyons très clairs. Ils sont arrivés en finale de conf à 8-0. Le Mais là, nous sommes à 2-2. main dans le Il slip, est hein. temps qu'SGA puisse faire la différence. Tu disais? Je disais, ils sont arrivés les mains dans le slip. Ouais, ils ont pas forcément forcé. Et je vais même terminer ce podcast par rapport à ça, sur cette volée-là. L'Est m'a déçu. C'est même pas le fait que les Knicks, je les déteste, on le sait déjà. Pour moi, ils sont au même niveau que le Paris Saint-Germain. Mais c'est même au niveau de l'animation des rencontres. Il y a des lacunes évidentes. La Euh, finale de conf, t'as dû kiffer, toi. C'est deux équipes que tu détestes. mais c'est insupportable. Mais je suis quand même debout pour regarder. Voilà, je suis quand même debout, quoi. Mais au-delà de ça, j'aime le basket. J'aime le basket. J'attendais de la part du côté des Cavs beaucoup plus de variété offensive, beaucoup plus de poids à l'échelle défensive aussi. Ce qu'on a vu l'année Les dernière, Knicks, quoi, en régulière. oui, exactement. Mais quand j'y réfléchis, la manière dont les Cavs sont fait sortir par les Pacers, bon, c'est pas le même scénario qu'on avait avec les Knicks. Mais il y a des lacunes défensives, il y a trop d'absence. Sur 3-4 passes, ils sont facilement débordables. Excusez-moi du terme, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez tous compris. On peut facilement les déborder et c'est pas normal. Et Kenny Atkinson, qui fait preuve, selon moi, d'une mauvaise foi évidente, mais papa, t'as mené de 22 points. Comment tu peux dire en conférence de presse, c'est quoi, gros? Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Non, c'est absurde. Et moi, les Knicks sont là. Je n'estime pas que ce soit une équipe de basket flamboyante. Donc, je rejoins tes propos quand, en effet, tu dis, en finale, ils peuvent se faire boire. Et sans doute, ça peut être vrai.
Parce que inconsciemment, on pense tous en se disant que la vraie finale NBA, c'est Spurs OKC. Après, les Knicks, ils peuvent se faire boire, mais d'un autre côté, tu vois, Karl Anthony Towns, il est pas non plus en train de scorer 30 points par match. Donc tu dis, il y a Non, encore de la réserve. Donc bien sûr. d'un autre côté, je les trouve en dessous d'OKC, clairement. Je dirais ils sont à peu près au même Même des niveau. Spurs, hein. Je dirais les Spurs Même... sont à peu près au même niveau, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais je verrais plus les Spurs après les. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, il est mieux pour les Knicks, pour ma part, en finale NBA, d'affronter les Spurs que OKC. Je pense OKC Knicks en finale NBA, si tous les blessés sont de retour au OKC. Hein. Ouais, Je pense, bah oui. je pense maximum il y a 4-2 OKC, mais grand maximum. Ouais, maximum, ouais. Tu vois, je pense que Maximum. c'est plus 4-1 que 4-2. T'es plus proche du 4-1, du 4-0 que du 4-2, 4-3. Complètement. Mais en tout cas, OKC va falloir qu'il puisse en sortir face aux Spurs. Ce soir, je donne victoire Thunder pour ma part. Et SGA, montre-nous pourquoi tu es double MVP. Il est temps. Ah, c'est possible aussi, tu vois. C'est possible Ben aussi. oui, bien sûr Mais que c'est possible. je préfère qu'on gagne le game 5, parce que je me dis, on gagne le game 5. Au pire, on perd le game 6. J'aurais moins peur de l'état mental des gars si on fait comme ça que si on perd là ce soir. Je sais pas pourquoi. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, les Spurs, ils sont tellement impressionnants. Ça va être une équipe qui va compter sur le reste des années 2020. En plus, vu l'âge de l'effectif, Non, ben, mais moi, c'est ça. C'est-à-dire les confrontations Thunder-Spurs sont très attendues. on... je crois qu'en moyenne d'âge, on est plus jeune que l'OKC de l'année dernière, qui était déjà la plus jeune équipe à être championne, je crois. Ben, déjà, Donc on est encore plus jeune que ça, donc... Ouais. il y a de quoi venir au niveau des confrontations. Ah oui. C'est pas la dernière. Mon Quentin, on y est, je pense. Je pense qu'on a fini, on a bien rempli l'épisode. Il fallait. On- On a fait une bonne tartine. J'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve un jour prochain. Comme ça, Très bien dit. on fait pas de promesses en l'air, tout ça. Mais ouais, Mais on moi, peut je suis faire, là, en tout cas. ouais. Bah, moi, ça dépendra des sorties. Ouais, évidemment. Ça dépendra du prochain thème de Blind Test le mardi. Mais on arrivera sur les finales NBA, donc il est fort probable aussi qu'on puisse s'aligner et puis développer tout ça. Il y a des choses à dire. Exactement. Bah, écoutez, on va vous faire des bisous. N'oubliez pas que Ouais. la vie est une fête. Oh oui. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, À ciao. très bientôt.